il vient faire la morale aux Français en expliquant que, je dirais, si les Français refusent d'envoyer leurs enfants faire la guerre et de perdre leurs enfants, c'est qu'ils n'ont pas de force morale. Bonjour Charles. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour chers abonnés d'Omerta, n'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est très important parce que le travail qu'on fait mérite bien un abonnement gratuit sur cette chaîne pour nous aider à continuer. On n'est pas vraiment aidé, je dirais, par les réseaux sociaux. On est même souvent entravé dans la diffusion de nos contenus. Et donc, vous qui appréciez regarder ce qu'on fait et qui n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Et pour tous, aussi, commentez cette vidéo, ça va aider au référencement et je dirais à faire connaître la chaîne YouTube d'Omerta et nos contenus. Donc, on compte sur vous. D'avance, merci. Charles, hier, à l'occasion du Congrès des maires de France, Fabien Mandon, le chef d'état-major de l'armée française, a suscité un tollé en prononçant ces mots. Je cite, « Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, alors on est en risque. » Une réaction, Charles? C'est ce qu'on dit sur Omerta depuis des semaines, voire des mois. C'est-à-dire que, bon, en réalité, le général Mandon, qui n'a jamais fait grand-chose, en tout cas ces dernières années, qui est dans l'ombre d'Emmanuel Macron, et qui doit son ascension fulgurante à Emmanuel Macron, fait partie du petit précaré de courtisans dont Emmanuel Macron se sert pour protéger ce qui lui reste, c'est-à-dire les questions internationales, les questions de défense. Sur tout le reste, Emmanuel Macron s'est fait harakiri, d'abord parce qu'il n'a rien fait, qu'il est en échec sur tous les secteurs, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'immigration. Il a échoué sur absolument tout. Sa cote d'ailleurs de popularité est à un niveau je dirais de faiblesse historique. Je crois qu'il fait pire qu'Hollande, ce qui est déjà ce qu'on pensait inimaginable, mais il a réussi à le faire. Et donc, comme c'est quelqu'un doté, normalement la décence aurait voulu qu'il démissionnât ou qu'il redissolve l'Assemblée nationale pour doter la France au moins d'une majorité cohérente. Il en est incapable parce qu'il est incapable d'accepter l'échec, il ne veut pas accepter son échec personnel, et surtout, au-delà de ça, et c'est le pire en fait, c'est que, comme il est persuadé d'avoir un destin qui n'est plus français mais qui est européen ou international, pour assouvir ses ambitions narcissiques, il est obligé de jouer sur ce qui lui reste, c'est-à-dire les questions internationales, et en particulier l'Ukraine, parce que sur toutes les autres questions, en fait, il est aussi en échec. En Afrique, il ne peut quasiment plus y mettre un pied, il est ridiculisé, les gens ne veulent plus le voir. Pour les Chinois, il n'existe plus. Donc il lui reste quoi? Il lui restait le Brésil il y a 2 semaines, et il lui reste surtout l'Ukraine. Et l'Ukraine, pourquoi il lui reste l'Ukraine? Parce que dans ce combat pour soutenir l'Ukraine et pour soutenir le président Zelensky, finalement, il y a des alliés de poids que sont Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz et l'anglais Starmer. Donc je dirais, il est dans le petit club des fédéralistes, des européistes, des mondialistes européens, et finalement, il a quelques points d'appui qui lui permettent encore, je dirais, de jouer la partition ukrainienne. Donc la partition ukrainienne lui sert à quoi? Elle lui sert à garder une stature, pense-t-il, sur le plan national, sur le plan international, et je dirais, en étant le leader, quasiment le chef militaire de l'opposition à la Russie de Vladimir Poutine, il conserve une importance médiatique qui lui permet d'occuper un espace sur lequel, en France, il n'a pas beaucoup de contradicteurs, puisque par soumission et par peur, par couardise, la plupart finalement des commentateurs ont
depuis 3 ans, je dirais, pris des positions totalement pro-ukrainiennes, souvent dans le mensonge, la naïveté, mais là-dessus, c'est vrai qu'il joue un peu sur du velours, on peut dire. C'est un terrain qui lui est facile. Et donc, pour faire ça, en fait, il a une petite équipe autour de lui. Il a conservé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est strictement aligné avec Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron sans cheveux, je peux le dire, parce que on a au moins ce point commun avec Jean-Noël Barrot. On a un point commun, c'est votre chevelure extrêmement développée. La présence capillaire. Sur le reste, on est à peu près opposés sur tout. Mais voilà, lui, donc, Jean-Noël Barrot, c'est le cœur de la matrice d'Emmanuel Macron, de l'agenda mondialiste. C'est parfaitement aligné. Il a conservé ce ministre. Et de l'autre côté, il lui fallait un appareil militaire qui exécute exactement ses volontés. Et sa volonté aujourd'hui, sa priorité, c'est d'expliquer aux Français qu'il est un chef de guerre incroyable qui finalement se prépare à sauver la France de l'invasion russe. Donc pour faire ça, comme il n'est lui-même pas militaire, bien qu'il aime se mettre en treillis de temps en temps et jouer aux soldats, il avait besoin d'un militaire de carrière pour faire le service après-vente. Et donc il a promu et trouvé Fabien Mandon, qui est un général de l'armée de l'air, un pilote de chasse, qui idéologiquement, là on n'est plus dans le sérieux de la chose militaire. Les déclarations que tu rappelais, c'est de la propagande politique, de la propagande idéologique. Mais est-ce qu'on peut analyser ces mots lorsqu'il parle, lorsqu'il dit si notre pays flanche, c'est parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants. Qu'est-ce qu'il entend par là? Alors c'est un discours, en fait il vient faire la morale aux Français en expliquant que, je dirais, si les Français refusent d'envoyer leurs enfants faire la guerre et de perdre leurs enfants, c'est qu'ils n'ont pas de force morale. Mais est-ce un scénario crédible? Lors de la dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, il n'était plus question d'envoi de troupes françaises sur le front. En tout cas, le sujet n'a pas été évoqué. L'envoi de troupes françaises sur le front, ça revient régulièrement depuis longtemps. Ça répond à 2 problématiques pour Emmanuel Macron. Il y a une problématique qui est une problématique psychologique et narcissique, c'est qu'il a besoin de se mettre en scène, espérant entrer dans l'histoire en reprenant la chose militaire, hein, toujours des références un peu à la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça lui permet de jouer un rôle. Hein, c'est un homme de théâtre, donc il a besoin de ça. L'autre chose, c'est que ces déclarations, en réalité, c'est pour soumettre les Français au chef Macron. Comme il ne peut pas emporter l'adhésion des Français et les votes des Français sur des questions plus sérieuses, en gros, il joue sur c'est une espèce de chantage moral, hein, l'âme, la force d'âme. En gros, si les Français ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants, c'est qu'ils n'ont pas de force d'âme. Mais qui sont-ils pour dire ça? Emmanuel Macron lui-même n'a pas d'enfant. Donc on aurait aimé qu'il puisse montrer l'exemple comme d'autres l'ont fait dans l'histoire. Il n'en a pas. Donc là, il parle de... C'est faire oublier aux Français et punir les Français. Je pense que c'est pire que ça. C'est punir les Français de leur non-adhésion à la politique d'Emmanuel Macron, de leur rejet d'Emmanuel Macron, en leur disant maintenant, on va vous culpabiliser, et si vous n'approuvez pas les démarches d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine, eh bien vous serez de mauvais Français, vous serez de mauvais parents, vous n'aurez pas de force d'âme. Voilà, donc on est là, je le dis parce qu'il a un uniforme militaire, c'est quand même le chef d'état-major, mais là, on n'est plus du tout dans le militaire, on est dans de la pure propagande idéologique et dans du chantage assez dégueulasse, d'ailleurs, il faut dire. Aller faire la leçon aux Français qui, je dirais, sont déjà victimes de la fiscalité, de la dette, de conditions économiques difficiles, d'un cadre moral qui a complètement explosé, de l'insécurité du quotidien partout dans les rues de France. C'est extrêmement déplacé. Mais en fait, on l'a vu de toute façon, ce qui compte pour Emmanuel Macron et ses sbires, ses affidés, là, ces hommes de main, avec des petits bras et toujours des
Pas d'attaque sur le physique, Charles C'est ouais, mais parfois ça explique des choses. C'est de dire aux Français, vous ne pouvez pas contester la position d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, sinon vous êtes de mauvais Français. Et qu'est-ce qu'il cherche Emmanuel Macron avec ça, en fait? Il cherche à se refaire en France un peu en punissant les Français, mais aussi au niveau européen, je dirais, parce qu'il est le seul des dirigeants européens à, je dirais, serrer ses petits poings en disant qu'il va aller faire la guerre à Poutine. Les autres sont beaucoup plus réservés. Même l'Allemand, qui a des positions très anti-russes, ne joue pas le rôle de chef de guerre qu'essaie de jouer Emmanuel Macron. Donc, finalement, pour Emmanuel Macron, c'est une niche. Il est assez à l'aise parce qu'il se dit bah, c'est moi qui en ai le plus dans le pantalon que les autres. Et donc, simplement pour faire ça, il a besoin qu'il n'y ait pas trop de contestation. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans de guerre en Ukraine, avec l'évolution de cette guerre, avec le prix de cette guerre, ce qu'elle coûte aux contribuables français, aux contribuables européens, avec les déclarations de Donald Trump, il a quand même de plus en plus de mal à vendre la guerre. Donc là, comme il n'y a plus d'éléments rationnels pour la vendre et pour faire peur, on essaie d'aller sur du chantage affectif, sur du chantage moral. Et c'était la mission, effectivement, du général Mandon. On a eu l'occasion de faire quelques déplacements en Europe intéressants, que ce soit en Roumanie, en Italie ou dans d'autres pays. Personne, aucun des dirigeants locaux, même s'ils sont d'ailleurs complètement dans l'agenda et dans le clan européiste, comme le roumain, il n'y a pas de débat sur l'envoi de jeunes Roumains sur le front pour faire la guerre à la Russie, ou de jeunes Italiens, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France qu'un général chef d'état-major dit ce que le général Mandon a dit. Il n'y a qu'en France qu'on voit des excités comme Tenzer et comme d'autres expliquer qu'il faut aller faire la guerre, envoyer des soldats français sur le sol ukrainien pour faire la guerre à la Russie. Ça n'existe qu'en France. Ailleurs en Europe, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que tout ça, c'est l'équation personnelle d'Emmanuel Macron pour rester monétisé, entre guillemets, pour conserver de l'importance et conserver un rôle. Voilà. Pour pouvoir continuer à jouer dans le cénacle européen son rôle de chef de guerre, il ne veut pas de contestation, il ne veut pas que des voix s'élèvent en France pour contester ses choix sur la guerre en Ukraine. Évidemment, à côté, ça bouge. Là, ça s'agite, c'est ridicule, mais les grands de ce monde, ceux qui comptent, se parlent et font avancer le dossier de la guerre en Ukraine. Et c'est le cas, tu disais, sur le plan de Trump. Encore une fois, c'est ce qu'on explique sur Omerta depuis longtemps, et je le redis, et je suis prêt à le signer. Il y a une partition écrite et jouée par Vladimir Poutine et Donald Trump, qui ont, je dirais, les mêmes adversaires sur le sol européen. Non seulement Volodymyr Zelensky, pour Vladimir Poutine, on comprend pourquoi, il y a un objectif sécuritaire, un objectif territorial, etc. Mais pour Trump, Volodymyr Zelensky n'est pas du tout un ami. C'est un président dont la proximité avec Joe Biden pose problème à Donald Trump. C'est un président qui a refusé de livrer les éléments de preuve sur la corruption d'Hunter Biden, le fils de Biden, à Donald Trump quand Donald Trump était président. Au-delà de Volodymyr Zelensky, c'est évidemment le petit clan d'européistes mondialistes européens qui sont foncièrement anti-russes parce que la Russie est une puissance conservatrice et moderne. Sur le sol européen, ça leur pose problème. Et pour Donald Trump, comme pour Volodymyr Zelensky, c'est la petite équipe qui a tout fait pour faire battre Donald Trump, qui a cherché à le ridiculiser, y compris de manière totalement publique via les médias dans lesquels il s'exprimait, qui ont fait campagne pour Joe Biden, et Donald Trump a un compte à régler avec eux. Donc là, on est toujours, le problème de beaucoup de commentateurs, c'est qu'on est toujours dans le commentaire à chaud sur des déclarations qui viennent de sortir. Reprenons le fil de ce qui s'est passé depuis l'élection de Donald Trump, et on voit très bien que, de manière alternée, on a la carotte et le bâton pour Volodymyr Zelensky. De temps en temps, Donald Trump lui passe la main dans le dos et le rassure. Et juste après, quelques jours, quelques semaines après,
Volodymyr Zelensky se prend un tomahawk en pleine tête. Et là, c'est ce qu'il vient de prendre. Donc, il y a 3 semaines, on avait des sanctions qui, en réalité, sont assez mineures sur le secteur énergétique russe, qui n'empêchent pas la Russie de commercer, qui n'empêchent pas la Russie de vendre son pétrole et son gaz. Je rappelle que plus de la moitié des achats de pétrole et de gaz russes sont faits par la Chine et l'Inde, qui n'ont absolument rien à faire des sanctions, quasiment, qui ont les moyens de les contourner. Et ça, Donald Trump le sait. Donc c'était, je dirais, très largement, c'était de la cosmétique, c'était des sanctions cosmétiques. Par contre, là, donc ça, c'était la carotte. Et là, c'est le bâton. C'est-à-dire que Donald Trump officialise que sa stratégie, sa volonté pour un plan de paix en Ukraine, c'est que Volodymyr Zelensky cède aux revendications, aux demandes minimalistes des Russes, qui étaient les mêmes il y a 2 mois, qui étaient les mêmes il y a 6 mois, qui étaient identiques, c'est-à-dire la cession du Donbass et la reconnaissance de ce territoire et de la Crimée comme des territoires russes. Donc, Donald Trump valide, approuve les demandes russes émises déjà il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Et je dirais, il gèle dans le marbre, il grave dans le marbre, pardon, ces demandes, finalement, en les imposant à Volodymyr Zelensky. Et ces demandes, et il le sait très bien, elles ont été rejetées par Volodymyr Zelensky, ce qui n'a pas permis aux négociations démarrées à Istanbul d'avancer et d'aboutir. Donc la suite va être intéressante, parce que là, il est en train de corneriser Volodymyr Zelensky, qui se baladait un peu sur le ring en sautillant. Là, il l'a coincé. Et Volodymyr Zelensky va être obligé de se prononcer et de trancher. Alors on sait qu'il a déjà tranché en disant non, et que lui et l'intégralité de ses soutiens, dont les plus nationalistes, ne veulent pas entendre parler d'une reconnaissance et d'une cession des territoires qui sont déjà intégrés à la Fédération de Russie. Et pire que ça, des territoires séparatistes de 2014, c'est-à-dire en fait des territoires qui, avant l'opération militaire spéciale, étaient déjà dans l'orbite russe. Donc l'objectif de ces Ukrainiens, qui ne représentent pas l'intégralité du peuple ukrainien, qui est à mon avis beaucoup plus raisonnable, c'est de récupérer jusqu'au dernier centimètre carré de l'Ukraine dans ses frontières d'avant 2014. Voilà. Sauf qu'évidemment, c'est impossible. Et on sait aussi que Volodymyr Zelensky, qui est englué dans des scandales de corruption, puisque son entourage a largement tapé dans la caisse de l'argent donné par les Occidentaux pour permettre aux Ukrainiens de survivre, est aussi, je dirais, en risque. Et il a d'ailleurs été menacé par des éléments extrêmement radicaux et nationalistes, que s'il cédait le moindre pouce de terrain aux Russes, je dirais, il y aurait de graves conséquences, y compris sur sa vie. Donc, Volodymyr Zelensky est coincé. Là, Donald Trump lui avait laissé un répit de quelques semaines pour, je dirais, continuer sa tournée et continuer à prendre l'avion pour je dirais, diffuser ses éléments de langage et sa communication. Là, je dirais, ça se resserre et ça devient plus sérieux. Donc, ce qui est à prévoir, c'est que Volodymyr Zelensky va maintenant se tourner vers les Européens pour essayer de trouver du soutien, en espérant que, je dirais, la prochaine caresse dans le dos arrive vite et qu'ils arrivent à faire changer Donald Trump de décision, puisque dans leur tête, Donald Trump est quelqu'un d'imprévisible, qui n'a pas vraiment de logique et qu'on peut finalement manipuler. Voilà, donc je pense que là, ils sont en train de réfléchir sur comment manipuler Donald Trump pour le faire revenir dans leur sens. Un des points évoqués, Charles, serait cette fameuse garantie de sécurité vis-à-vis de l'Ukraine assurée par les États-Unis et l'OTAN. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une proposition qui a déjà été faite par Donald Trump, mais pour que ce soit, je dirais, acceptable par Volodymyr Zelensky, il faut que Volodymyr Zelensky renonce
à des revendications nationalistes ukrainiennes, qu'il accepte une forme de neutralisation de son pays, une forme de démilitarisation. Dans le point, un des 28 points, c'est la limitation à 400 000 hommes de l'armée ukrainienne. Il faut que les éléments les plus radicaux et les plus dingues de la politique et de l'armée ukrainienne, des nationalistes ukrainiens, finalement renoncent à leurs ambitions idéologiques. Ça paraît rationnel, pour eux, c'est inacceptable. Et c'est bien tout le problème, j'en parlais il y a un instant, c'est que Volodymyr Zelensky, qui ne veut pas partir, qui ne veut pas quitter son rôle de président ukrainien, qui lui a donné une stature internationale, une importance, une reconnaissance. C'est à peu près la même démarche narcissique qu'Emmanuel Macron. Comme il ne veut pas, il veut continuer à jouer son rôle de président, il a besoin de conserver autour de lui une forme d'union nationale ou au moins de soutien des éléments les plus nationalistes, parce que c'est par là qu'il peut tomber. En fait, Volodymyr Zelensky peut demain être remplacé par un président encore, je dirais, plus nationaliste et encore plus radical que lui. Donc, ce sont des conditions qu'il ne peut pas accepter, malheureusement. D'autre part, il est sûr de son fait car il a encore le soutien européen. Et pour lui, bon, en France, Emmanuel Macron ne pèse plus grand-chose finalement, il est rejeté, mais dans la tête d'un Volodymyr Zelensky, le soutien d'un Emmanuel Macron, du président français, de la présidente de la Commission européenne, du chancelier allemand, ça compte. Et donc il n'est pas seul. Et tant qu'il a ces soutiens-là, je dirais tout le pousse, plus l'espoir de manipuler Donald Trump, tout le pousse dans une forme de radicalité. Il y a une seule chose qui va pouvoir je dirais, le faire plier, c'est la situation sur le terrain. Puisque en parallèle de ce plan de paix russe, en fait, repris par Donald Trump, présenté à Volodymyr Zelensky quasiment dans sa forme initiale, ils ont dû changer le drapeau russe et l'adresse du Kremlin, ils ont dû mettre l'adresse de la Maison-Blanche et le drapeau américain, c'est exactement le même. C'est que sur le terrain, l'armée ukrainienne est dans une situation qui se dégrade et qui en fait devient assez grave. Longtemps, les Ukrainiens ont tenu sur des fortifications du Donbass érigées depuis 2014, ce qui leur a permis de freiner les Russes. Aujourd'hui, on arrive vraiment sur les derniers points sur lesquels ils peuvent s'accrocher sérieusement et freiner les Russes. Mais avec l'encerclement en cours, quasiment achevé, à Mirnograd et à Pokrovsk, les Ukrainiens sont en train de reculer et le grignotage dont on parlait, pour critiquer souvent les Russes et amoindrir les effets, les résultats de la tactique et de la stratégie militaire russe, en fait, il est en train de porter ses fruits. Et il va s'accélérer. Et donc, ce qui, à mon sens, sauf s'il devenait raisonnable, ce qui est toujours possible, va amener Zelensky à signer la paix, c'est les pertes territoriales, les gains territoriaux réalisés par l'armée russe, qui vont menacer bien au-delà du Donbass, finalement, le reste de l'Ukraine, l'ouest de l'Ukraine, l'Ukraine centrale, sur le Dniepr. Je rappelle que Kiev est sur le Dniepr, il n'y a pas que la ville de Dnipropetrovsk, Zaporijia, Kiev est aussi sur le Dniepr. Et tout ça, finalement, plus l'échec militaire et la défaite totale de l'Ukraine va s'approcher, plus Zelensky, finalement, va être forcé de signer un accord de paix aux conditions russes pour éviter la défaite totale et l'invasion totale de l'Ukraine par l'armée russe, au moins, je dirais, sur les villes qui leur sont accessibles, c'est-à-dire les villes sur le Dniepr. Et donc, je pense que c'est la situation militaire qui va contraindre Volodymyr Zelensky à être raisonnable. Le reste, pour l'instant, tant qu'il a du soutien européen et qu'il continue à prendre l'avion et qu'il continue à parler à Donald Trump, il va espérer pouvoir reculer l'échéance. Merci Charles.
Merci Aïcha, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de vous procurer ça. Ça, c'est notre magazine en kiosque pour nous aider tout simplement parce que, vous le savez, nous n'avons pas de subvention publique et votre soutien concret est indispensable. Merci à tous.